L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. C'est le premier balado de l'année pour Info Laurentide et ça ne sera pas le dernier, loin de là. Comme on a connu depuis le printemps dernier, on va se promener un peu partout, dans le sport, dans la politique, le culturel, politique provinciale, municipale, fédérale, évidemment, mais aussi, on va aller au courant de l'année reculer un peu dans le passé. Des gens qu'on a connus beaucoup dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, qui ont fait l'actualité. Que sont devenus ces personnes-là en question? Et pour commencer l'année, je suis très heureux de l'accueillir. C'est un bonhomme qui a fait les manchettes dans les années 90 et 2000, pas mal, merci. Il a fait le tour de l'Amérique pour boxer. Déjà là, vous avez peut-être un petit indice. Il est toujours jérômien et je parle de Jean-François Bergeron. Salut Jean-François. Salut Mathieu. Ça fait une mèche qu'on ne s'est pas parlé, on s'entend là-dessus? Oui, ça fait un petit bout. Je fais un temps où on se parlait régulièrement. Ah, quasiment toutes les semaines parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter un peu, là, mais tu étais champion canadien des super lourds amateurs, tu étais boxeur professionnel, une carrière de boxe là, qui a duré dans le ring, parce qu'on va parler à l'extérieur du ring tantôt, presque 20 ans. Oui, exactement. Presque 20 ans. Puis j'en ai rajouté une couche avec pas loin de 10 ans de coaching. Puis, c'était une grosse partie de ma vie. Ça a été une ascension rapide, Jean-François? Oui, c'était très rapide, effectivement. En fait, techniquement, j'ai commencé à boxer à l'âge de 17 ans. Je m'entraînais des fois chez nous un peu. J'avais fait comme 2-3 mois d'entraînement quand j'avais 11-12 ans. Là, quand mon père avait recommencé à s'entraîner, il y avait un gym à Saint-Jérôme. Le gym est parti, fait que là, j'ai comme arrêté. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à regarder ça, à m'intéresser à ça. C'était dans le temps de Mike Tyson qui était sur sa montée, Lennox Lewis qui gagnait une médaille d'or aux Olympiques en 88, qui m'a influencé beaucoup, que je sais pas pourquoi m'a fait me dire dans ma tête, hey, il me semble que j'aimerais ça aux Olympiques, puis j'aimerais ça, il me semble que je serais capable, même si j'avais jamais fait de combat de ma vie, puis j'étais pas un batailleur du tout. Puis donc, bref, à 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Puis en l'espace même pas de 2 ans, presque 2 ans après mon premier combat amateur, j'étais champion canadien senior à 19 ans. J'ai fait mon premier combat au mois de janvier 91. Ouais. Et en décembre 92, j'étais champion canadien senior. Ce qui est très, très, très rapide. J'avais 25 combats. Je profitais quand même aussi d'un cycle olympique qui finissait. Donc, ça veut dire que le gars dans mon poids qui était champion canadien, lui, passait pro parce qu'il venait d'aller aux Olympiques. Donc, ça a laissé la place totalement ouverte. Puis, en général, quand tu as un changement de cycle olympique à tous les 4 ans, souvent, le gars qui gagne le premier championnat canadien l'année suivante, ça va être lui qui a des chances d'être champion canadien durant les 4 ans puis aller aux prochaines Olympiques parce que il prend l'expérience puis un peu tout. Fait que, tu sais, en l'espace de pas grand temps, j'avais 19 ans au mois de mai, puis j'étais au championnat du monde amateur à Berlin. Pas à Berlin, à Tampere, en Finlande. Mm-hmm. Fait que là, tu parles d'un gars qui, 3 ans avant, 2 ans et demi avant, boxait même pas, puis se retrouve au championnat du monde avec des médailles olympiques dans le même tournoi. Fait que c'est quand même assez figurant, effectivement. Mais c'est pas parce qu'on se retrouve au championnat du monde qu'on ne doit pas redoubler d'efforts. Tu as eu une carrière amateur fort fructueuse. Je me rappelle, moi, je t'ai vu boxer à Saint-Jérôme, à Saint-Léonard, à Montréal, parce que tu faisais à l'époque partie du groupe KO, c'est bien ça? C'était l'ancêtre de Gym et d'Interbox, c'est ça, avec Yvon Michel? En fait, à l'époque, en 91, je crois,
Après, Stéphane Ouellet a gagné le championnat canadien. Lui, il voulait pas aller aux Olympiques. Puis il y avait une structure qui a été mise en place, beaucoup par Yvon Michel, qui a formé la compagnie Boxar. Ah, Boxar, c'est ça. Exact. Mais en fait, Boxar était là et était l'organisation qui chapeautait Stéphane Ouellet et aussi Éric Lucas, qui était là comme partenaire d'entraînement à l'époque. Puis il y a eu différentes tu sais, la compagnie KO, c'est devenu comme eux des promoteurs. Ils s'associaient avec Boxar. Fait écoute, moi, j'ai pas eu vraiment... j'ai pas Mais tu faisais partie de ce giron-là, là. Ben oui, mais en fait, moi, je m'entraînais avec Yvon Michel. Puis, tu sais, si, mettons, on donne un ordre d'échiquier d'importance qu'il y avait. Tu sais, Yvon Michel s'occupait en premier de Stéphane Larouche. Excuse-moi, de Stéphane Ouellet. Après ça, c'était Éric Lucas, puis moi, j'étais en troisième après, parce que les deux étaient pros. Moi, je m'entraînais, puis j'étais un espoir olympique, fait que souvent, il y avait des camps d'entraînement, puis j'allais avec Stéphane, et Éric Lucas et Yvon en Floride, au gym de Angelo Dundee, qui est l'ancien entraîneur de Mohamed Ali et de Sugar Leonard et de plusieurs autres, là. Fait que moi, j'étais là, puis j'étais en camp d'entraînement. Je bénéficiais de cette expertise-là, de ces expériences-là, qui m'ont évidemment beaucoup aidé à progresser, là. Fait que je faisais un petit peu partie du giron. Tu sais, j'étais techniquement, j'étais pas quelqu'un qui, tu sais, j'étais pas payé par eux, j'étais pas mais tu sais, moi j'étais avec eux, moi je tripais sur la boxe, fait que puis c'était mes chums, je m'entraînais avec eux, je mettais bien avec eux. Puis quand eux boxaient, ben, moi je tripais, j'étais sur le bord du ring, puis je regardais ça. Mais puis, ça arrivait aussi qu'Yvon Michel te faisait monter dans l'arène, trouvait des boxeurs amateurs, puis tu participais au gala, là, en préliminaire évidemment, mais tout de même... Exactement. À l'époque, il y avait des galas Pro-Am qui appelaient. Fait qu'il mettait 3-4 combats dépendamment, là, amateurs. Fait que c'est arrivé quelques fois que je me suis retrouvé au forum. Un forum. Oui, le forum de Montréal, je me rappelle d'une fois. C'est Éric Lucas qui boxait, puis j'avais boxé contre un autre champion canadien. Je l'ai fait dans les débuts à Jonquière, à Trois-Rivières, au début de pro de Stéphane Ouellet et de Lucas. Fait que, c'était des belles expériences. Ça a donné une certaine exposure, puis c'est sûr que à l'époque, quand Stéphane Ouellet a passé de professionnel, c'était une vedette déjà depuis quelques années en boxe amateur. Puis la boxe pro était morte. Ah oui, c'était fini, il n'y avait plus rien. Oui, exactement. Tu avais les frères Elton qui avaient monté ça à un haut niveau, puis suite à différentes péripéties ou histoires de vie qui ont fait que ça les a éloignés pas mal de ça, puis ça a tué un petit peu la boxe. Fait que quand Stéphane a passé pro, il n'y avait rien. Là. Il y avait pas de boxe. Puis la boxe, les gens ne parlaient pas de boxe. Puis moi, je me souviens, on faisait beaucoup de Yvon Michel nous envoyait beaucoup dans des tournois de golf un peu partout, tu sais. Puis souvent, on jouait avec des gens qu'on connaissait pas, pour c'était un peu de la représentation. Puis des gens, quand tu lui disais que tu boxais, ils te regardaient avec un air comme si t'étais... il était OK, c'est un bum, il va te sauter dessus, je vais-tu finir ma ronde de golf. Santé, là. Je vais te faire la mâchoire encore placée. Puis, fait que, tu sais, c'est à tel point que c'était pas mainstream, pantoute, c'était complètement marginal. Puis avec le temps, mais avec ce qui a été fait par Yvon Michel, ce qui a été fait par, dans le fond, Stéphane Ouellet et Éric Lucas qui ont amené ça, qui a fait, là, éventuellement, ça l'a amené à Interbox. Puis là, Interbox, c'est devenu mainstream. Puis là, Éric Lucas, il a amené ça à un autre niveau. Puis là, Lucien Boutet, il a amené ça à un autre niveau. Puis là, avec Jean-Pascal. Fait que, tu sais, quand les gens disent, la boxe, c'est plus ce qu'elle était, c'est vrai, c'est plus ce que c'était dans le temps de Boutet, Lucas et Pascal. Ouais. Mais, moi, j'ai connu pas. C'est plus ce que c'était dans les années 90 quand tu avais un Roger Martel qui organisait un gala
Ou un Régis Lévesque pas facile, là, avec les moyens du bord. Exactement, puis c'était tout du local. Dans ce temps-là, les boxeurs aspiraient pas beaucoup à être champions du monde parce que tu n'avais pas les gars qui passaient pro avaient pas nécessairement, on n'avait pas de structure, il y avait pas beaucoup, il faut rendre hommage à Yvon Michel pour ce qu'il a fait. Il a amené beaucoup de structure à la boxe professionnelle, beaucoup de savoir à l'époque aussi. Aujourd'hui, le savoir est un peu universel avec l'Internet puis avec tous les médias parce que tu peux facilement savoir c'est quoi les recettes gagnantes des gens parce que tu les vois partout. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas ça. Aujourd'hui, quand tu essaies de trouver, tu fais du matchmaking pour un boxeur, tu s'en vas sur BoxRec puis tu as accès à tous les boxeurs au monde. Ouais. Puis tu as des vidéos la plupart du temps des combats. À l'époque, c'était un matchmaker que tu appelais, puis c'était une grosse bible de boxeurs, puis tu regardais des fiches, mais tu n'avais rien. Ouais, quand tu étais chanceux, ils t'envoyaient une cassette VHS par la malle, mais c'était pas à tous les semaines. Absolument, mais c'était rare les combats qui étaient filmés. C'était les gros combats qui étaient filmés. Ouais. Les plus petits shows, mais c'était pas filmé, donc c'était compliqué à voir les adversaires. Là. C'est clair. Puis, en tout cas, ouais. 94 à 98, ça a été des années fastes de la boxe pour toi et aussi au Québec, parce qu'il y a eu la naissance d'Interbox. Tu disais tantôt que c'était mainstream. Là. Moi, je me rappelle le premier gala Interbox là, sur le ringside. Tu avais des Franco Nuevo, qui était en couple avec Marie Plourde, tu avais des vedettes comme Julie Snyder, tu avais de la vedette au pied carré. On va reculer un peu en arrière. 94, 95, 96, tu t'es préparé pour les Olympiques. Tu y as participé. Ça n'a pas été le résultat voulu, mais par la suite, tu t'es pas découragé et tu es reparti vers le haut pour tourner professionnel quelques années après. Oui, absolument. Tu sais, quand, mettons, je recule, comme tu dis, à partir de quand je suis devenu champion canadien, j'avais comme 4 ans pour prendre de l'expérience, puis pour me qualifier pour les Olympiques, puis aller aux Olympiques. J'ai fait toutes les compétitions. J'ai eu, à chaque étape que je suis allé, je me suis cogné le nez. Tu sais, quand j'étais arrivé au championnat du monde en 96, là, je me suis rentré boy, OK, c'était un autre niveau, là. Les gars, oui, ils sont talentueux, ils travaillent fort. Mais à un moment donné, tu regardes un petit peu, tu fais une introspection, tu regardes, OK, qu'est-ce que je pourrais faire différent à l'entraînement? Hein? Est-ce que je pourrais en faire plus? Il faut que tu prennes en considération que j'étais quand même encore un bébé là-dedans. Puis, de passer, mettons, exemple fictif, là, de 12 heures d'entraînement par semaine, quand tu en faisais 0 avant, c'est beaucoup, mais quand tu te rends compte que les autres en font peut-être 20, tu te dis, ouais, OK, peut-être que je sors des chiffres comme ça. Là. Mais puis là, éventuellement, ça a été ça. Là, j'ai eu une année aussi, ma deuxième année, j'ai perdu le championnat canadien, puis j'ai manqué la chance de me qualifier aux Jeux du Commonwealth, puis je savais très bien que ça avait été mon erreur, j'aurais pu en donner plus, puis quand j'ai regardé les Jeux du Commonwealth, alors que j'étais en camp d'entraînement avec les mêmes gars, puis souvent les gars qui m'avaient battu, je le battais à l'entraînement, mais là, je regardais ça, puis ça a été probablement qu'est-ce qui a fait que je suis allé aux Olympiques. Parce que je regardais les cérémonies d'ouverture des Jeux du Commonwealth, qui étaient à Victoria en 94, puis je voyais mes chums en train de marcher dans le stade. Ouais. C'est pas vrai que je vais regarder les Jeux olympiques de mon salon. Hein. C'est pas vrai que je vais faire ça. Puis tu sais, ça m'a pris au cœur. J'étais émotionnel. J'ai une petite larme aux yeux, là, tu sais. Puis t'es comme non, c'est pas vrai, là, c'est pas ça qui va arriver. Fait que là, j'ai fait les efforts en conséquence. Fait que là, 94, j'ai eu des succès. Je me suis assuré de mon championnat canadien. Après ça, j'ai eu les Panames, des tournois internationaux avec des médailles d'or. Fait que là, je me suis qualifié pour les Olympiques. Puis un petit peu comme tu as dit, ça n'a pas été... en fait, ça a été... mon expérience olympique, mais je pense que quand on m'en parle, c'est paradoxal parce qu'autant il y a des moments, tu sais, comme
la cérémonie d'ouverture où est-ce que tu rentres dans le stade puis tu vois les milliers de lumières puis les quasiment 80 000 personnes, c'était magique. Là. Tu vois Mohamed Ali allumer la vasque olympique. Oui. Evander Holyfield qui est passé devant nous pour monter la torche jusqu'à Janet Jones qui, elle, Janet Evans, je pense, puis après ça, elle l'a donné à Mohamed Ali. Tu sais, c'était magique. Mais comme tel, mon expérience là-bas, ça a été un peu désastreux. Tu sais. Autant la compétition, le résultat, que comment moi je me sentais là-bas. Tu sais, il y avait énormément de pression. C'est une chose de rêver à quelque chose pendant 4 ans. Mais quand tu te retrouves là, tu peux pas savoir c'est quoi la pression que tu peux ressentir. La pression de où? La pression de partout, tu sais. Puis en bout de ligne, la pression vient de toi, tu sais. La pression venait de moi, là, tu sais. C'est moi qui se mettais cette pression-là. Tu sais, j'étais classé quand même assez élevé, fait qu'on me disait, tu sais, on me mettait un peu de l'avant, puis ça, ben moi, j'ai eu de la misère à le gérer. Parce que c'était énorme. Parce qu'à l'époque, les psychologues sportifs, à l'époque, c'était moins populaire. Ça ne savais même pas comment ça s'appelait, quasiment. Oui, exactement. Puis, tu sais, à boxe, si tu parles de faiblesse, t'es faible, tu sais, puis tu peux pas parler de ça. Tu peux pas dire que t'es... tu peux pas dire je suis overwhelmed, c'est trop d'émotions, je sais pas comment gérer ça. C'est de l'anxiété, dans le fond, exactement. que j'avais, puis c'est pas différent de ce que je vivais de ce que les autres vivaient. Tu sais. Tout le monde vit la même chose, t'en entends parler beaucoup aujourd'hui, tu sais. Mais à un moment donné, tu sais, moi, mon expérience, c'est ça a pas été bonne à cause de ça. Mais si tu m'avais dit que puis ça, j'ai pensé après ça, parce que j'ai beaucoup appris de ça, là, ça m'a apporté énormément. Mais si tu m'avais dit mettons, la semaine avant, là, durant ma semaine avant que je boxe, que j'étais au village olympique, tu m'avais dit, maintenant, toi, là, ton combat, là, ça va se terminer comme ça va se terminer. Il n'y a rien à faire. C'est sûr que c'est ça qui va se passer. Ben, probablement que je me serais dit, bon, ben, ça va être ça. Moi, je vais juste faire le mieux que je peux, puis ça. Puis j'aurais au moins eu le plaisir d'être aux Olympiques. Ouais. Puis c'est quoi? Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'aurais mieux performé. Parce que ton attitude, l'attitude que tu as envers la tâche que tu vas faire a beaucoup à voir avec comment la tâche va se passer. Parce que si je me serais juste amusé puis fait le mieux que je pouvais au lieu de me mettre une pression folle de me dire, ben, si je reviens pas avec une médaille, tu sais, c'est un échec. Tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, ça n'a tellement pas de sens, tu sais, d'avoir pensé comme ça, mais tu sais, quand tu es dans un moment de pression, quand tu es dans un sport de performance de même, tu sais, c'était ça, là. Mais 25 ans plus tard, là, puis évidemment, tu t'es relevé de ça parce que oui. Tu as eu une belle carrière professionnelle, puis on va en parler, mais as-tu fait la paix avec les Olympiques? Absolument. La page est tournée. Il n'y a plus de regrets. Ben oui. Tu sais, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai aucune mauvaise émotion par rapport à ça. Tu sais. Puis l'année après, c'était terrible. Moi, quand je suis revenu des Jeux, tu sais, puis on se promenait, puis on voyait, des fois, je sortais dans les endroits à Saint-Jérôme, puis là, les gens, tu sais, ils étaient peut-être impressionnés, ils venaient me voir, puis ils me félicitaient d'avoir été aux Olympiques, mais tu sais, pour moi, c'était un échec pareil, tu sais, fait que j'ai même pas profité de ça, puis quand t'es là-dedans, tu sais, autant, oui, j'étais content, parce que je savais, j'avais vécu quelque chose de quand même inusité. Mais il y a quelque chose en moi qui n'était pas satisfait. Tu sais. Je me suis mis après ça à viser les championnats du monde qui avaient lieu l'année d'après. Puis
peut-être à plus long terme les Jeux du Commonwealth en 98, finalement, je suis pas allé, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de moments là, que c'était pénible, tu sais, puis j'avais l'impression que ça faisait tellement mal parce que c'était le rêve de ma vie, là. Ouais. Ça faisait tellement mal, là, puis des fois, j'avais juste le goût de tout lâcher, mais je me rationalisais en me disant, mais attends un peu, là, si tu fais ça, là, tu peux pas rien changer. Tu vas rester avec ce souvenir-là toute ta vie, tu sais. Fait que il y a des fois que je me dis, OK, ben, c'est ça, il faut que je grind, il faut que je le change, faut que je change ce passage-là de ma vie, tu sais. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait. Puis quand j'ai eu la chance de retourner au championnat du monde en 97 en Hongrie, ben j'ai eu une belle performance. Tu sais, j'ai passé proche de gagner une médaille. J'ai un tirage au sort qui était un peu difficile, mais j'ai quand même perdu contre la médaille d'or. Ouais. Puis tu sais, c'est là qu'Interbox est arrivé. Fait que tu sais, le timing a fait les choses. Puis au-delà de tout ça, tu sais, pour revenir à ta question de me dire est-ce que j'ai encore de l'amertume, mais ça, j'en ai plus parce que parce que je me suis relevé, puis j'ai continué, puis j'ai écrit une autre histoire, tu sais. Puis dans mon processus aussi, le fait de devenir coach m'a aussi fait comprendre beaucoup de choses. Il m'a fait comprendre que, tu sais, OK, mais tu sais, dans la vie, à chaque fois qu'on a des épreuves, on sort toujours les petites phrases clichés, là, ah, mais tu sais, c'est parce qu'il y a de quoi de mieux qui t'attend, ah, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis le kit. Puis tu sais, souvent c'est vide un peu parce que c'est vrai, mais c'est vite parce que tu ne sais pas, puis tu te le dis pour bien me faire sentir. Mais j'ai vraiment compris pourquoi j'avais vécu ça quand je suis devenu coach. Tu sais. Ah ouais, c'est quand tu es devenu coach que tu l'as compris? Ouais, parce que je me suis dit, OK, mais avec l'expérience que j'ai vécue, puis l'expérience de m'être relevé, tu sais, en fait, la personne qui l'a mieux expliqué, là, c'est que Steve Jobs, il a fait un discours, je pense que c'était à Stanford, il parlait des facteurs de succès, puis à un moment donné, il y en a un qui dit connecting the dots, connecter les points, relier les points. Mm-hmm. Puis il explique, lui, de la façon où est-ce qu'il dit que quand j'étais à l'université, puis c'est un gars excessivement brillant, là, il dit j'ai pris un cours de calligraphie. Puis les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu as tellement de potentiel. Pourquoi tu prends un cours de calligraphie qui va te servir à rien? Puis, étant donné que quand il a fait les Macs, puis les ordinateurs, puis toutes les polices d'écriture qu'il y a dedans, mais ça vient de là. Ah ouais. Mais lui, quand lui a fait ça, tu vas voir ça sur YouTube, c'est vraiment bon. Hein. Et quand il a fait ça, lui, il pensait pas à quelque chose de grandiose. Il pensait pas à... Puis, je suis pas en train de me comparer à Steve Jobs, loin de là, mais il voyait pas quelque chose de... Il était juste attiré vers ça. Il pensait pas que c'était pour y servir. Mais fast forward, une couple d'années après, là, lui, la façon qu'il dit, ben, tu sais, étant donné que Microsoft a copié sur lui, ben, il se trouve avoir révolutionné un petit peu, puis il a raison aussi, là, tu sais. Fait tu sais, ce connecting de dots-là, quand je l'ai entendu dire ça, je dis, OK, mais j'ai vécu ça, moi, avec ma situation, puis la façon que j'étais capable d'aider d'autres athlètes au niveau beaucoup psychologique, tu sais. Au niveau mental, au niveau préparation, psychologie. Fait, ça a été... tu ne fais pas juste amener ton expérience, t'expliquais ton expérience. Tu la décrivais, tu sais, Ben, tu es capable de comprendre. Ce que j'ai aimé beaucoup du coaching, là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand des fois, tu vis des choses puis tu penses que tu es tout seul à les vivre. Hein. Mais quand tu es sur un ring, tu vis des choses qui, en général, les autres vivent aussi, tu sais. Clairement. C'est très semblable. Tu sais, des fois, je parlais avec des athlètes, puis il y avait une situation, un sparring qui se finissait, puis là, des fois, j'expliquais certaines choses que je voyais qui me regardaient, mais comment ça se fait?
comprends ce que je pense. Parce que je l'avais vécu, ça. Tu étais passé par là. T'es capable. Exactement. Fait que c'est Une pour carrière. venir à comme mon expérience olympique, cette boucle-là, ben, était bien bouclée, puis c'est bien parfait, puis je suis très heureux d'avoir fait, puis c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Pas longtemps après, tu l'as dit, tu es devenu professionnel. Tu étais professionnel de quoi? De 97 à 2008. Où est-ce que tu as combattu? Tu n'as pas juste fait des combats locaux, on s'entend là-dessus. Là. Tu t'es promené, puis je me rappelle, c'était-tu un de tes premiers combats qui était contre le dernier adversaire de Mohamed Ali, Trevor Berbick? Non, j'ai pas boxé avec Trevor Berbick. Ah non? Lui, il a boxé avec Shane Sutcliffe. Mais il venait s'entraîner. J'ai mis les gants avec lui. Tu y avais servi de partenaire d'entraînement. Ouais, exact. J'ai eu l'occasion de mettre les gants avec lui quelques fois. C'était quelqu'un de particulier. Oui. C'était vraiment quelqu'un de particulier. Il y a toutes sortes d'individus qui passent en boxe. Là. Mais tu sais, c'est un gars qui avait été champion du monde, qui avait boxé avec Mohamed Ali, qui avait boxé avec Mike Tyson aussi. C'est contre lui que Mike Tyson a gagné son premier titre. Et une chose que tu peux peut-être regretter, quoi qu'il n'y a pas nécessairement toujours des regrets dans la vie, mais même si tu as été amateur champion canadien, au niveau professionnel, tu n'as pas eu l'occasion, question de timing finalement. Ouais, ben oui, absolument, parce que tu sais, quand je passais pro, il y avait un autre gars qui était un partenaire d'Interbox, c'était Shane Sutcliffe, qui lui a mis la main sur le titre canadien le soir que je faisais mon premier combat pro. Puis l'adversaire qui a battu, je l'ai battu pas longtemps après. Puis le titre, fait, vu qu'il était à mon coéquipier, mettons, d'écurie, si on peut dire, ben, je pouvais pas l'avoir. Je mettais des gants avec lui régulièrement, puis c'était relativement facile. On n'était pas vraiment du même niveau, mais tu sais, lui avait le titre, après ça, il a passé en différentes mains quand lui l'a perdu. Fait que là, on essayait d'avoir des combats, il n'y a personne qui voulait boxer avec moi. Quand il était vacant, ben, on essayait d'avoir un adversaire, il n'y a personne qui avait assez d'expérience pour boxer avec moi parce que la régie ne l'aurait pas accepté. C'est là que Patrice Leroux, il a boxé avec un adversaire de Nouvelle-Écosse, je pense, puis il a mis la main sur le titre. Patrice était quand même très populaire, tu sais, il était très charismatique, puis j'aurais aimé ça faire un combat avec lui. Ben, t'en as fait plusieurs amateurs avec lui. Ouais, c'est ça, j'ai battu 5 fois chez les amateurs, fait que c'est sûr que eux, ça c'est dans le temps de la guerre de Jim et Interbox, là. Fait que c'est sûr que eux, tu sais, c'était mon ancien coach, il était là pour les 5 combats que j'ai fait avec Patrice Leroux. Fait que c'est sûr qu'il voulait pas, qu'il savait que si je boxais avec lui, la ceinture changeait de main. Ouais, c'est ça. Fait que ils ont voulu garder la ceinture, puis c'est bien correct. Puis tu sais, moi, Patrice, je le connaissais bien, il est décédé aujourd'hui, malheureusement, mais tu sais, c'est un ami, là. On a fait des combats, on dînait ensemble au championnat canadien, puis 2 heures après, on se tapait dessus. Fait qu'on on a fait des rondes et des rondes d'entraînement. Fait que, tu sais, quand tu passes du temps comme ça avec un gars sur le ring, tu le respectes, là. Les deux avaient du respect, mais évidemment, j'aurais aimé ça avoir la chance de prendre le titre canadien, d'avoir eu cette effervescence-là, d'un combat local, mais c'est pas arrivé. Tu sais, j'ai eu Mais tu parles de local. Tu n'as pas juste fait du local. Moi, je me rappelle d'avoir vu là, ton combat contre le Russe. C'était-tu un Russe ou un Ukrainien, Valuev, là? C'était un Russe. Monsieur, je veux dire, c'était épouvantable. Je pense que c'était un des plus gros dans le ring. Parmi les top 10 classés, là, c'était un des plus gros au monde. C'était très impressionnant, ça. Mais en fait, oui, c'est ça. Il mesurait 7 pieds, puis il pesait 310, 320 livres. Fait qu'il y avait 100 livres de plus que moi, puis à peu près 7 pouces, là. Ouais, tu sais, mon combat avec Valouev, ça a mis un point final dans ma carrière. Ça a mis un baume, mettons, à mes Olympiques. C'était l'occasion.
c'était l'occasion où est-ce que j'ai eu de shiner. C'était la deuxième. C'était la deuxième opportunité avec le plus d'exposure que je pouvais avoir, que c'était le temps pour moi de performer après les Olympiques. Puis je pense que j'en ai bien profité. J'ai fait une belle performance. Hey, les parieurs te donnaient pas cher comme un livre, là. Ben écoute, si juste pour te dire, 2 jours avant le combat, on est arrivé là une semaine en avance. 3 jours avant le combat, ils sont venus nous voir, les gens de la télé là-bas, parce que ça passait sur un réseau national qui avait peut-être 10 millions de codes d'écoute. Puis ils sont venus nous voir, nous disent, là, on va vous envoyer marcher dans un parc. Puis toi et ton coach, vous parlez comme si rien n'était. Puis là, on va faire des petits topos, puis on va faire des petites entrevues. Puis quand on s'est mis à marcher, moi et Pierre Bouchard, qui était mon coach, on s'est regardé, on a dit, boy, ils nous ont emmenés dans un cimetière. Là. Ils sont en train de... Ben oui, fait que, parce que c'était ça, les promoteurs là-bas. C'était ça l'histoire, là. C'est ça. Si ça passe un rond, ça va être bien beau. Puis si ça passe 2, c'est un miracle. Et puis en bout de ligne, quand le combat finit, il a annoncé la décision, la foule a eu lieu. Puis, parce qu'il pensait que j'avais gagné. Mais c'est sûr que quand tu vois un gars, quand tu vois David et Goliath, en général, puis tu vois David qui fait une bataille difficile avec Goliath, ben tu n'as pas tendance, tu as tendance à peut-être prendre pour le plus petit. Là. Puis c'est un peu ça. Puis c'est un combat assez serré, pas selon les cartes de juge. Puis la décision elle est ce qu'elle était parce que tu étais en Allemagne, puis si c'était à Montréal, elle aurait peut-être été différente ou elle aurait été peut-être c'est moi qui aurais gagné ou elle aurait été nulle. Mais en bout de ligne, moi, ce que je cherchais, c'est l'occasion de performer dans un moment où est-ce que, dans un grand moment. C'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai fait. Fantastique. Par la suite, c'est passé quoi? Ben, j'ai eu mon dernier combat. Ben, en fait, je suis rentré à Laval comme pompier 4 mois après. Ouais. Puis, c'est ça. Là, moi, dans ma tête, je voulais encore être boxeur, mais je pensais, j'avais le déni de penser que je serais encore capable d'être un boxeur de haut niveau. Mais en fait, ma carrière était terminée. Je ne le savais pas, là, mais je m'en suis rendu compte après. Puis je pense que le fait aussi d'avoir comme mis un point d'exclamation avec le combat de Valouev a fait que ça m'a satisfait. Parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment donné, je suis retourné aux études là-dedans. Là, fait que à partir de septembre 2004 jusqu'à pratiquement, j'ai eu 3 ans d'études, 1 an de DEP, 2 ans de cégep. Là-dedans, je boxais pro. Après, je faisais les deux. Ouais. À un moment donné, je commençais à rentrer comme pompier temporaire à Saint-Jérôme. Puis dans mon processus du combat de Valouev, là, j'ai fait le processus pour rentrer à Laval tout à partir du mois de mai jusqu'au mois de juin. L'examen écrit, l'examen physique, les entrevues. Après ça, moi, je travaillais à Saint-Jérôme. Fait qu'à partir de l'été, je faisais des remplacements, je travaillais à temps plein. Fait que j'avais l'horaire de pompier de 42 heures semaine. Je savais qu'il y avait, en tout cas, sa négociation au mois de juin pour un combat avec Valouev. Ça faisait, tu sais, j'entendais ça depuis toute ma carrière, presque. Là. Ouais. Fait là, je me tapais tout ça. Là. Puis cet été-là, où est-ce que j'ai travaillé à temps plein. Puis je me suis entraîné à temps plein. J'avais pas beaucoup de vie. Là. C'était juste ça ma vie. Là. Puis c'était demandant. Mais je pense qu'après le combat de Valouev, premièrement, l'effort a payé parce que le combat de Valouev, comme je te dis, un petit peu mis un point d'exclamation puis justifié un peu toute ma carrière puis m'a donné l'opportunité de shiner quand c'était le temps. Ouais. Puis je pense qu'après ça, sans trop m'en rendre compte, j'avais le sentiment accompli, puis c'est ça. Tu avais bouclé la boucle ouais, instinctivement sur une carrière en y allant d'une performance inestimée. Je
devrais dire, parce qu'il n'y a personne qui avait estimé ça. Bon, là, tu es pompier à Laval, ça fait presque une quinzaine d'années. Tu as parlé tantôt de coach de boxe. Est-ce que ça se poursuit? On t'a vu souvent, je me rappelle un combat, je pense que c'était dénommé Jojo Dan. Là, je t'avais vu dans un coin. Je t'ai vu aussi avec d'autres boxeurs. Est-ce que ça se poursuit, ça? Non, c'est terminé. J'ai travaillé, mais dans le fond, dans le temps, j'étais à l'époque avec les gens d'Interbox. Fait que Jojo Dan, j'ai travaillé, c'était Pierre Bouchard qui était mon coach, qui était aussi le coach de Jojo Dan. Fait que j'ai eu beaucoup de fun, j'ai eu des belles expériences avec Jojo Dan. On est allé en championnat du monde en Angleterre, à New York, puis des combats à Québec contre Kevin Bizier, qui est des combats épiques qui étaient dans les meilleurs moments. J'ai passé dans le coin. J'ai travaillé un peu avec Stéphane Larouche puis Lucien Boutet. Puis Adrien Diaconou. Puis j'ai eu mes propres boxeurs. Il y a eu Sheila Hippolyte qui a fait une petite montée sur un titre mineur qui a quand même permis d'être classé mondialement. Puis jusqu'à la fin, ça a été Steven Butler, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça s'est terminé quand lui a perdu en combat de championnat du monde en décembre 2019. Ça fait 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Est-ce que c'est la pandémie qui t'a fait sortir un peu de là ou c'est la vie en soi? Non, c'est un petit peu, mais je pense que c'était un choix du promoteur qui pensait que Steven Butler devrait être entraîné différemment. Moi, je l'aurais pas lâché. Moi, j'ai une bonne relation avec Steven. Évidemment, on se parle moins, mais tu sais, à l'occasion, s'il y a un combat, je vous souhaite bonne chance. On a quand même gardé une bonne relation. C'est un peu le choix du promoteur de changer. Puis tu sais, d'un côté, c'est une décision que je comprends parce que tu sais, à un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un qui paye pour des défaites d'un niveau professionnel. Oui. Puis au-delà de l'ego qui peut être froissé, je pense que c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a permis de mettre un terme à mon histoire d'amour avec la boxe. T'sais. Mais 30 ans en boxe, est-ce qu'on a fermé la clé à double tour ou disons que ça cogne à la porte, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que dans le moment où est-ce que c'était terminé, ça venait de se terminer, j'ai eu 2-3 offres pour venir coacher, mais j'étais pas intéressé. Puis la seule chose qui m'aurait fait, je pense, retourner, ça aurait été que si mes neveux avaient fait ça, tu sais, j'aurais voulu les accompagner là-dedans, mais j'ai plus envie de faire ça. Ça m'intéresse plus, tu sais. Puis j'ai vécu des belles expériences. C'était exceptionnel. C'était une école exceptionnelle. Mais tu sais, dans le coaching, tu passes ton temps à t'occuper des autres, des situations, de différents problèmes. Puis moi, je pense que je suis rendu au temps de m'occuper de moi puis de vivre une vie en paix, là, tu sais, j'aime bien ma vie, j'aime ma situation, j'aime mon travail. Fait que je pense pas que je vais y retourner. Parce que c'est beaucoup, tu sais. Oui, c'est un don de soi, là. Ouais, mais à un moment donné, tu le fais, tu sais, puis au-delà de tu sais, je me suis rendu compte dans le coaching quand même relativement rapide qu'à un moment donné, j'avais préparé un gars parfaitement, puis tout ce que je pensais que c'était passé, tu sais, c'est passé, puis j'avais préparé pour ça, puis à un moment donné, j'ai réalisé, OK, mais en bout de ligne, le travail que je fais, ça, c'est bien beau, mais c'est lui qui est dans le ring. Tu sais. Ouais. Quand moi, j'étais dans le ring, ben, j'étais responsable de mes victoires, mais je suis aussi responsable de mes échecs, mais je pouvais faire de quoi. Mais des fois, tu n'es pas responsable de l'échec de ton boxeur. Tu sais. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à valoriser au-delà de ton succès que tu vas avoir ou que tu veux avoir, puis l'ambition. J'ai commencé à valoriser le travail que j'avais avec l'athlète, puis ce que je lui apprenais, puis de voir comment lui travaillait. Puis ça a été merveilleux parce que ça a fait que
on a eu du succès avec les athlètes de cette façon-là. Puis, à un moment donné, tu penses à comment le rendre meilleur, puis comment lui apprendre à être meilleur. Puis tu te focuses pas sur autre chose. Mais en bout de ligne, tu te retrouves dans une structure qui est la boxe, qui est très compétitive, qui est des gens qui sont prêts à survivre à tout prix. Puis c'est plus un milieu que j'ai envie de... C'est plus un milieu dans lequel j'ai envie d'être. Je suis rendu ailleurs, puis je prends du temps pour moi, puis je suis hyper heureux. Parce que tu te retrouves que quand tu as une passion pour quelque chose, puis que d'un coup, tu te rends compte que tu es bon là-dedans, comme ça m'est arrivé à 17 ans, ben il n'y a rien d'autre dans la vie qui est plus important que ça. Ouais. Puis fait que toi, dans ta vie, qu'est-ce qui t'allume, ben c'est ça, puis tu es bon là-dedans, fait que tu y vas là-dedans, puis quand tu vas faire de quoi dans la vie, tu vas faire ça, puis il n'y a rien qui va te donner autant de plaisir que cette lumière-là, que ça t'apporte, que ce plaisir-là d'être bon dans quelque chose que tu aimes. Et à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que je retrouverais peut-être pas la même intensité de lumière ailleurs, mais peut-être que je peux essayer de la développer à plus petite échelle dans d'autres activités, ce que malheureusement j'avais pas fait parce que tout était focusé sur la boxe. C'est tellement intense, exactement, qu'à un moment donné, quand tu veux réussir, puis c'est ça aussi dans la vie, hein, quand tu veux réussir dans quelque chose, si tu ne le fais pas à 100%, il y en a un autre qui va le faire à ta place. C'est clair. Jean-François, ça a été un plaisir. Honnêtement, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Merci pour la générosité de ton temps. Je pense aussi que c'était la première fois qu'on se reparlait des Olympiques. On s'en était parlé un peu peut-être en 96, 97, mais avec un peu de profondeur. Là, j'apprécie beaucoup ta générosité de ce côté-là. Puis bonne chance pour la suite des choses, Jean-François. Merci, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. Jean-François Bergeron, ancien champion canadien des super lourds amateurs, membre de l'équipe olympique de 96, une belle carrière professionnelle qui maintenant se consacre. Il est notamment pompier du côté de la ville de Laval.